Dramani Nyanguma. Amapu Barakada Mimbeno, Nafumako Kibaru. Barakala Ulaka, c'est professeur Mentama, Nali, docteur Bakuluba, Nafumako Poingé. Katakuma, Chronobrisuko, Chukoyaokan, et Fenchaman Fagné, Angadja Koulaje. Convoqué à beaucoup d'endroits pour faire des conférences, à savoir les comités d'éthique nationale qui doivent parrainer tout ce que nous faisons en matière de santé. À mes étudiants, à coronavirus, c'est ce qui nous intéresse beaucoup. Peut-être est un facteur de fierté ou un facteur d'inquiétude. Parce que ça peut être l'un ou l'autre, sinon les deux. Il y a enregistré plus de 200 000 cas. Donc 81, plus de 80 000 en Chine et 199 000 en hors de la Chine. Les cas confirmés en Europe, vous voyez, ça fait plus de 120 000 cas. Donc 47 000, plus de 47 000 en Italie. En France, les cas confirmés, c'est plus de 14 000 cas. Et les décès en Chine, quand les décès au plan mondial, c'est plus de 11 000 cas, dont 3 261 en Chine et 7 991 hors de la Chine. Et les décès en Europe, vous voyez, ça fait 5 000, bientôt 6 000, donc plus de 4 000 en Italie. Et en France, les 562 décès. Plus de 300 médecins contaminés en France, contaminés dans la pratique médicale. Vous voyez, nous sommes beaucoup heureux. Nous soignons, nous pouvons en subir. Il est important que nous connaissions la maladie. Alors voyons même le coronavirus humain, qu'on appelle le HCO, Covid-19. C'est ça, les virus aériens sont de nature fragile, encore enveloppés, sont beaucoup plus fragiles. Le Covid-19 appartient à la famille des coronaviridae, du genre SARS-CoV-virus, de l'ordre des ninovirales, et largement distribué chez l'homme et les autres mammifères. Donc c'est un virus largement distribué. De la coronavirus, rappelons-nous de deux situations. Le coronavirus HCO229E, le coronavirus HCO0C63, le coronavirus ACO0C43 et le coronavirus HKU1. C'est des virus qui circulaient. C'est des coronavirus. C'est des espèces de coronavirus. Infection ORL, bronchopulmonaire. Ils sont responsables. Les sévères liés à ces espèces de coronavirus ont été enrichis surtout sur les sujets immunodépressifs. Alors, en dehors de ces espèces communes, vous avez le SARS-CoV. Le SARS, ça veut dire le syndrome respiratoire aigu sévère. Le virus qui donne le syndrome respiratoire aigu sévère, on l'appelle le SARS-CoV. L'espèce de coronavirus a été responsable d'épidémies en 2002 et 2003 dans 27 pays avec une mortalité de plus de 9% au plan mondial. Ce SARS, le syndrome respiratoire aigu sévère, est responsable de pneumopathie aiguë atypique fébrile, associée dans un tiers des cas à des troubles digestifs. Donc faites extrêmement attention aux hypothèses diagnostiques de pneumopathie. Alors, en dehors du syndrome respiratoire aigu CoV, c'est un virus qui donne ce syndrome respiratoire aigu qui a été responsable de l'épidémie de 2002-2003, il est apparu un autre qui est proche du SARS-CoV, qui a été identifié en Arabie Saoudite, identifié au Qatar, et chez les patients admis pour pneumopathie sévère. Le MERS a été identifié des patients qui ont été admis pour pneumopathie sévère. Respiratoire moyen, c'est ce qu'on appelle le corps. Son incubation est de 14 jours. Le 9 septembre 2014, on a enregistré au plan mondial 918 cas, dont 331 décès, soit 36, une mortalité de 36%. Et les foyers épidémiques importants sont survenus dans le cadre de l'amplification nosocomiale et de l'amplification familiale. C'est-à-dire, quand l'épidémie est survenue, ceux qui ont la maladie authentique et ceux qui avaient des syndromes similaires, tous ont été mis ensemble. Ceux qui n'avaient pas ont été contaminés par ceux qui étaient porteurs. Et à la maison aussi, c'était pareil. Et ça fait ce qu'on appelle
une amplification nosocomiale, une amplification familiale. C'est ce qui a entraîné ce nombre important. Faisons extrêmement attention à cette situation. Donc, inspiré de ces deux épidémies survenues dans la dernière décade, quand vous regardez le MERS-CoV, qui est le nouveau coronavirus qui est apparu en 2012, il est transmis par des animaux, de l'animal vers l'homme, par l'intermédiaire des gouttelettes de salive, des objets contaminés, et probablement même du lait des mammifères. Et aussi, il est transmis entre hommes et hommes. Il est responsable des formes sévères, des formes polysymptomatiques et asymptomatiques. Et c'est ce que nous voyons aussi dans le Covid-19. Alors, nous avons fait une thèse de janvier 2018 à décembre 2019 dans un CESCOM situé en milieu périphérique de Bamako et en collaboration avec le laboratoire d'infectiologie milieu de Bamako qui était rapporté ici, vous voyez. Et nous l'avons trouvé en 2018 qui circulait à Bamako. Nous avons rencontré le H-CoV NL63 que nous avons isolé dans les rhinopharyngites. Nous avons rencontré le H-CoV VHQU 0,73% que nous avons trouvé circulant à Bamako. Nous avons trouvé le H-CoV OG43 1,9% qui circulait dans cette zone. Parce que nous nous sommes intéressés à tous les patients de 0 à plus de 65 ans qui venaient pour rhinopharyngite. C'était dans le cadre de l'évaluation de l'indication de l'antibiothérapie qui est systématiquement donnée dans le cadre de rhinopharyngite. Le rhinovirus est en cause, mais aussi le coronavirus est en cause. Et la majorité des cas, plus de 79% des cas, il s'agissait d'enfants de 0 à 5 ans. Nous devons nous inspirer de ce que nous savons de l'épidémie de la dernière décade pour mieux. Ainsi, il y a eu une alerte des autorités sanitaires le 31 décembre 2019 et le marché a été fermé le 1er janvier 2020. Les arguments qui ont suspendu cela, c'était les cas de 18 à 24 ans. C'était un seul cas, lui, il était admis dans une salle d'hospitalisation ordinaire. Les patients de 25 à 29 ans, vous voyez, jusqu'à 12 cas étaient admis en hospitalisation ordinaire et à peu près 8 cas étaient admis en soins intensifs d'emblée. Les patients de 50 à 64 ans, vous voyez, au moins 10 cas ont été suivis en hospitalisation ordinaire et 1 cas en soins intensifs. Les patients de plus de 105 ans, 50% soins intensifs, 50% en hospitalisation ordinaire. L'admission a été d'emblée précoce. Vous voyez, effectué pour le diagnostic, c'était des produits pathologiques respiratoires, c'était des produits sanguins et c'était des selles. Le Covid a été isolé à partir des cas suspects de Wuhan, 49 étaient suspects confirmés. Devant cette situation, et compte tenu de la saison, qu'est-ce que les médecins ont fait? Les médecins ont systématiquement les patients sous antibiothérapie, ils ont mis l'oseltamivir, c'est le Tamiflu. Le Tamiflu qu'on a utilisé à la Pulsras. Ils prennent une zolone à la dose de 40 à 120 mg et une oxygénation systématique chez les cas sévères avec hypoxémie. Ils ont fait et après avoir soigné le patient, ils ont refait des tests de confirmation pour voir le niveau de clairance, c'est-à-dire le niveau de diminution de la charge virale. À cela va s'ajouter une marée de catécholamine parce que le malade est anxieux, plus les effets secondaires des médicaments, et ceci peut induire aussi la dissection virale. Retenons que les patients porteurs de comorbidités cardiovasculaires et métaboliques ont un risque d'infection Covid plus important. Aussi, retenons que ce type de patient développe un risque d'induction de pneumonie et d'aggravation du pronostic de la vie. Alors, la femme enceinte, qu'en est-il? La femme enceinte ayant séjourné dans les 2 semaines précédentes en zone d'infection à Covid, ou une femme enceinte ayant été en contact rapproché avec un cas confirmé, devra être testée même si elle est asymptomatique. Donc, cette femme enceinte
enceinte asymptomatique testée positive, au Covid-19 doit rester confinée à son domicile. La femme enceinte asymptomatique positive, femme enceinte guérie d'une infection à Covid, doit bénéficier d'une surveillance échographique Doppler bimensuelle de la croissance fœtale, compte tenu du risque de retard à la croissance intrautérine. Qu'elle soit guérie ou qu'elle soit en train de faire la maladie. Ensuite, la prise en charge d'une femme enceinte atteinte de pneumonie à Covid-19 sera faite par une équipe multidisciplinaire dans une unité de soins spécialisée. Ceci est très important. Le diagnostic positif. Comment est-ce qu'on va poser le diagnostic positif? Le diagnostic positif sera posé à partir de la définition opérationnelle des cas. Ensuite, la présence des signes cardinaux. Ces signes cardinaux, c'est la fièvre, c'est la toux sèche, c'est les sécrétions nasopharyngiques, c'est la dysphagie, c'est la dyspnée, c'est le syndrome de détresse respiratoire. Rarement vous allez trouver de l'expectoration, des céphalées, des dénoptisés, de la diarrhée. Ensuite, quels sont les éléments qui vont composer le diagnostic positif? C'est les anomalies biologiques non spécifiques. Nous avons parlé de prothrombine, nous avons parlé des D-dimères, nous avons parlé des CPK, des créatines phosphokinases qui vont augmenter. Et ensuite, l'imagerie pulmonaire atteinte bilatérale par TDM qui va évoquer des foyers de condensation et des images en verre des poumons. Et la confirmation moléculaire des sécrétions nasopharyngiques, l'ARNMI circulante doit être cherchée dans le sang. Regardez ces images qui sont des images caractéristiques. Vous voyez là, c'est des images de symptomatologie chez un sujet de 40 ans masculin. Ça, c'est des foyers. C'est toujours des images bilatérales. Alors que les images, ici, ces deux images, c'est des images chez une femme de 53 ans, à J18 à J18 et à J12, après le début des symptômes, c'est des images en verre de couille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Chine? Quand le nombre des cas a commencé à augmenter malgré les mesures, ils sont partis à reconsidérer les critères diagnostiques. Ils se sont rendus compte que dans 15 à 20% des cas, les diagnostics biologiques étaient des faux négatifs. Ils ont reconsidéré leur attitude diagnostique. Ils sont partis sur la base des arguments cliniques et des images tomodensitométriques pour poser le diagnostic du Covid. Et c'est comme ça qu'ils sont parvenus à maîtriser la situation. Alors la définition des cas, vous avez ce qu'on appelle les cas probables. C'est toute personne présentant des signes cliniques d'infection respiratoire aiguë avec une fièvre confirmée ou une sensation de fièvre. Toute personne ayant voyagé ou séjourné dans une zone d'exposition à risque dans les 14 jours précédant la date du début des signes cliniques. Toute personne présentant des signes d'infection respiratoire aiguë dans les 14 jours suivants l'une des expositions suivantes. Contact étroit d'un cas confirmé de Covid. Contact étroit, même si le malade vous dit il y a 24 heures, il y a plus de 24 heures que j'ai été en contact avec un patient cracheur, c'est déjà un risque. Ou bien les personnes co-exposées définies comme ayant été soumises au même risque d'exposition, voyage ou séjour en zone d'exposition de risque qu'un cas confirmé. Ça, c'est les cas probables. Aussi, toute personne présentant des signes de détresse respiratoire aiguë, pouvant aller jusqu'au syndrome de détresse respiratoire aiguë, dans un contexte possiblement viral, sans étiologie évidente d'emblée, même sans notion de voyage, de séjour dans une zone d'exposition à risque ou de contact étroit avec un cas confirmé de Covid. C'est ça. Il ne faut pas laisser passer. Il faut faire un screening. Même s'il n'a pas voyagé, il a l'ensemble de la symptomatologie pour le prendre en compte. C'est un cas probable. Les cas confirmés, bien sûr, vous conviendrez avec moi, c'est toute personne, symptomatique ou non, avec un prélèvement confirmant l'infection du Covid-19. Alors, le diagnostic différentiel. Prenons le syndrome de respiratoire aigu sévère, le syndrome
respiratoire aigu méridional. Les similitudes avec ces deux épidémies de la dernière décade, c'est des similitudes cliniques, c'est la toux sèche, c'est tous les signes d'atteinte des voies respiratoires supérieures, rhinorrhée, éternuement, dysphagie, c'est la fréquence des signes cardinaux, intestinaux, la diarrhée. On rencontre beaucoup la diarrhée avec les deux premières épidémies, ce qui est rare dans le Covid-19, et la constance de production de cytokines pro-inflammatoires. Ceci est constant aussi dans le syndrome de détresse respiratoire aiguë que dans le MERS.